Chaque minute dans ce monde, il se passe des événements étranges, inexplicables. Ces mystères peuvent provoquer chez nous des peurs, mais il est indéniable que ces derniers nous fascinent aussi. Je vais pour aujourd'hui vous raconter 3 histoires étranges et flippantes qui devraient vous apporter votre dose de frissons. Soyez les bienvenus dans Et si c'était vrai ? Il n'est pas toujours facile de regarder une peinture et de saisir le message que l'artiste a voulu nous transmettre à travers son œuvre. Mais il faut bien admettre que certaines peintures nous procurent un véritable plaisir à les regarder. Cependant, il existe aussi des œuvres peintes terrifiantes, à la réputation maudite. C'est de l'une d'elles que l'on va parler pour la première histoire de cet épisode. On trouve vraiment de tout sur eBay, des ventes pour le moins farfelues, et pourtant dignes d'intérêt, lorsqu'on est comme moi un vrai fouineur, un chercheur de ventes insolites. Souvent j'atterris au rayon des objets hantés, car même si je n'y crois pas, je prends plaisir à regarder les annonces de poupées et autres objets, soi-disant possédés par le malin. Cette curiosité me pousse d'ailleurs souvent à faire des recherches sur ces 10 objets, qui, il faut bien l'avouer, mène souvent à rien. Pourtant, il en est un qui m'a marqué. Une peinture à l'histoire particulièrement terrifiante. The End Resist Him. C'est une peinture assez glauque de l'artiste Bill Stoneham, peinte en 1972 en Californie. Elle représente un jeune garçon et une poupée particulièrement réaliste, adossée à une porte vitrée, avec comme détail angoissant des mains semblant frapper sur celle-ci, derrière le jeune enfant. L'annonce de vente de cette dernière sur eBay date de 2000. Mais ce tableau semble avoir été exposé dans une galerie d'art à Los Angeles, puis vendu à l'acteur John Marley bien avant ça. Alors, comment se fait-il que le vendeur d'eBay ait trouvé celle-ci dans une benne ? Toujours est-il que ce dernier la ramène à sa maison pour décorer la chambre de sa fille. Mauvaise idée. Dès exposition de ce tableau dans la dite pièce, le vendeur dit avoir remarqué des changements de comportement chez ses enfants. Sa petite fille se met à parler souvent au petit garçon du tableau et tient des propos étranges, de meurtre, de sang. Quant à son fils, lui, il se met à brûler des poupées, les poupées de sa sœur, en parlant de sacrifice, que c'est le tableau qui lui a dicté ce type d'acte. Ni une ni deux, le père décide de se débarrasser de cette toile en la mettant en vente au rayon objets hantés sur eBay. La page d'enchères a connu dès lors un succès retentissant, visionné plus de 300 000 fois. La peinture sera vendue au prix de 1025 $ pour un prix initial de 199. Le plus inquiétant est le nombre de témoignages qui affluent et qui font état de malaise rien qu'en regardant la photo du tableau. L'acheteur, la galerie Perception dans le Michigan, en devient donc propriétaire, mais apparemment ne l'expose pas. Je me suis donc un peu plus penché sur ce tableau, pour me rendre compte que le propriétaire de la galerie dans les années 70 était décédé peu de temps après avoir pris possession de ce dernier. Il en est de même d'ailleurs d'un critique du Los Angeles Times venu étudier ce tableau, qui est mort peu après. Lorsque l'on parle de cette peinture à l'acteur John Marley qui l'a possédée pendant un bon nombre d'années, il semble très mal à l'aise et préfère directement changer de sujet. Et puis, comment expliquer qu'une telle œuvre ait pu atterrir dans une benne à ordures ? Finalement, ce tableau semble entouré de mystères, mais une chose est sûre, maléfique ou non, ne prenez pas le risque de le posséder. Le regarder est déjà bien assez flippant.
J'avoue que l'œuvre m'a vraiment mis mal à l'aise, même si son peintre semble surpris de la réputation de celle-ci. À présent, vous allez faire connaissance avec une femme terrifiante issue d'une croyance anglaise peu connue, mais qui devrait vraiment vous faire trembler. Je poste ceci sur ce site dédié au paranormal, car je dois bien avouer que mon histoire est très étrange. Enfin, plutôt celle de l'ancienne propriétaire de la maison de campagne que ma femme Sharon et moi avons achetée dans le York, en Angleterre. Cette Miss Crampton était pour ainsi dire plutôt singulière. C'était une femme seule, que l'âge ou les épreuves avaient certainement marquée. Elle semblait si triste, mais soulagée de nous vendre sa maison, comme si elle fuyait de vieux souvenirs. Notre emménagement s'est très bien passé. J'ai vite fait le nécessaire pour que Sharon n'y participe pas. Elle est enceinte de 6 mois. Les premiers jours étaient merveilleux, placés sous une météo clémente, nous permettant ainsi de profiter du terrain, des hectares de pelouse verte donnant sur une petite forêt. C'était si calme et si pittoresque. Les campagnes anglaises ont beaucoup de jolis endroits de ce genre. C'est au bout d'une semaine que j'ai reçu un courrier, à mon nom, une écriture que je ne connaissais pas. C'était l'ancienne propriétaire, et voilà ce qu'elle y avait écrit. Cher monsieur Simon, je me dois de vous écrire cette lettre afin de vous mettre en garde, votre femme et vous. Je vais vous raconter une légende terrifiante sur les marais et les étendues d'eau de la région. Par un beau matin de printemps, Ewan, un jeune garçon d'une dizaine d'années, part à la chasse aux papillons. Il est armé de son plus beau filet et d'un grand bocal pour y mettre ses trouvailles. Le jeune homme s'avance alors sur les jolies plaines d'herbes vertes du York, à l'affût du premier lépidoptère se montrant. Celui-ci ne se fait pas attendre. Il est magnifique. C'est un Amearis lucina de couleur fauve, avec quelques taches blanches. Un splendide spécimen qui a débarqué depuis peu en Angleterre pour les belles journées de printemps. Heureux de cette trouvaille, le jeune Ewan le suit le plus discrètement possible, et ce dernier l'emmène alors à l'orée du bois. À travers les arbres et les buissons, le garçon se dissimule, bien décidé à capturer un tel spécimen. Et la course-poursuite continue de plus belle, jusqu'à ce qu'il arrive près d'une petite mare d'eau, couverte de vases. Là, le papillon disparaît comme par enchantement. Le jeune enfant, dépité, s'assoit alors sur une souche, juste à côté de cette petite mare. Soudain, il voit à travers l'eau le visage d'une jeune femme baignant dans celle-ci. Il a bien sûr envie de partir en courant, mais cette dernière apparaît à la surface. Elle s'adresse alors au gamin. « Bonjour, Erwan. Que fais-tu donc ici avec ton filet ?» Le jeune enfant lui explique alors qu'il suivait un beau papillon pour le capturer, mais que celui-ci a malheureusement disparu. La créature sort un peu plus de l'eau. C'est une femme à la peau verdâtre, au sourire malsain, rempli de dents acérées et vertes. Son corps nu semble recouvert de taches de vase, et ses longs cheveux sont verts et poisseux. « Ah, tu veux un papillon ? Ce genre de papillon ?» Elle ouvre alors grande la bouche et régurgite un papillon vivant, un Amearis lucina, comme celui que poursuivait Ewan. Le lépidoptère se pose alors sur le nez de la créature. « Il est beau, n'est-ce pas, Ewan ? Approche donc et attrape-le. Il ne bougera pas de là. Il attend après toi. » Bien sûr, cette créature étrange effraie le petit garçon, mais l'envie de capturer son papillon est bien plus forte. Alors il s'approche et... cette dernière sort ses bras de l'eau et attrape le jeune enfant, qui hurle. Elle le tire alors vers elle, et tous les deux s'enfoncent dans les profondeurs de cette mare recouverte de vases.
Elle se nomme Jenny Greenteeth, Jenny aux dents vertes, et elle attrape les enfants trop imprudents en utilisant des appâts, comme pour Ewan et ses papillons. Elle peut faire apparaître bien d'autres choses. Elle se trouve dans les différents marais de notre région et se nourrit de la chair de nos enfants. C'est ce qu'elle a fait à mon petit Ewan. Lorsque je l'ai cherché partout, je suis tombée sur cette petite mare, couverte de vases. À côté de celle-ci, il y avait son filet à papillons et un bocal vide. À la surface, flottait la casquette de mon petit garçon. Voilà, monsieur Simon. J'ai vu que votre femme attend un enfant, alors je me devais de vous mettre en garde contre Jenny aux dents vertes. Ne laissez jamais votre futur enfant s'éloigner seul de votre maison. Cette créature saura comment attirer ce dernier jusqu'à elle. Et croyez-moi, elle a un très grand appétit. La lettre se finissait comme ça. Je sais que cela peut paraître idiot, mais j'ai trouvé utile de mettre ce témoignage sur ce site, afin qu'à mon tour, je vous mette en garde contre cette Jenny aux dents vertes. Si celle-ci existe vraiment, mieux vaut être prudent et surveiller nos enfants. Je dois bien avouer que cette légende peu connue est effrayante. Elle m'a vraiment glacé le sang lorsque je l'ai découverte. Si vous vous promenez dans les bois avec vos enfants, faites donc attention à Jenny. À présent et pour terminer, je vous emmène dans un phare à la réputation maudite. Une histoire vraie, particulièrement étrange. Je suis un gardien de phare à la retraite. J'ai passé ma vie en solitaire, mais je n'ai aucun regret sur ce choix de vie. Vivre ainsi, près de la mer qui se déchaîne parfois sur les côtes, se lever chaque jour avec l'odeur de ses embruns, se coucher en regardant le soleil disparaître petit à petit dans l'océan. Croyez-moi, cette vie est tout simplement exaltante. Elle m'a permis aussi d'écrire de nombreuses choses, et notamment cette histoire étrange, connue de tous les gardiens des phares, celle du phare du Rocher aux Oiseaux, le phare maudit. Dès la construction de ce dernier, en 1870 par le gouvernement du Québec, rien ne s'est passé normalement. Le premier gardien qui devait y officier, un certain monsieur Fenelton, refusa de prendre la charge de ce dernier, expliquant qu'il avait eu un rêve prémonitoire, qui lui disait qu'aucun gardien ne pourrait garder ce phare plus de 10 ans, sans qu'il ne lui arrive malheur. Le deuxième gardien, monsieur Guite, lui ne tenu que 2 ans dans ce phare, prétextant qu'il ne s'habituait pas à sa vie en ermite. Il entendait aussi des voix. C'est ainsi que monsieur Patrick Wallem prit place dans celui-ci, et les 7 premières années, tout se déroula à merveille, jusqu'au 8 avril 1880. Il aperçoit un grand nombre de loups de mer sur les rochers. Il sort alors accompagné de son fils et d'un ami qui était venu lui rendre visite. Une tempête va se lever alors d'une rapidité inexplicable, surprenant les 3 personnes. On les retrouvera morts sur les rochers, noyés et glacés, leurs corps rejetés par l'océan. Le 25 juillet de la même année, M. Charles Sienson devient gardien du phare. Et 1 an après, le 23 août 1881, alors que le gardien fait visiter le phare à des proches, ceux-ci lui demandent de tirer une fois avec le canon d'alarme. Malheureusement, ce dernier explose, tuant le gardien sur le coup ainsi que son jeune fils. C'est au tour de M. Turbide de prendre possession du phare pendant presque 10 ans. Tout va bien, plus ou moins. Sauf qu'un jour, alors qu'un bateau s'approche dangereusement des côtes, ce dernier tire à son tour un coup de canon qui avait pourtant été réparé. Il y perdra le bras et sera brûlé au 3e degré. Le gardien suivant, Pierre Bourque, fait une chute grave du rocher en septembre 1896. Il démissionne, apeuré et disant qu'on l'a poussé. Tout s'enchaîne alors. Le 7 mars 1897, Monsieur Arsène Turbide, issu de la même famille que le précédent gardien,
est accompagné de son fils et d'un vieil ami. Ils s'en vont chasser un troupeau de loups marins sur les rochers, par une belle journée. Et pourtant, comme au précédemment, ils vont être surpris par une tempête. Ils finiront à leur tour morts de froid, tous les trois. Le nouveau gardien, Hippolyte Mélençon, prend le poste le 12 juin 1897. Il sera grièvement blessé à son tour par ce maudit canon, pourtant réparé maintes fois. Il sera d'ailleurs du coup remplacé, ce canon, par un sifflet à air comprimé, pour éviter ce genre d'accident. C'est ensuite, en mars 1911, que le gardien suivant, Wilfried Bourke, est retrouvé mort sur les rochers. Aucune explication ne sera donnée. On pense juste à un suicide. Le gardien suivant, Elfek Bourke, neveu du gardien précédent, prend toutes les précautions. Il ne va jamais chasser les loups marins sur les rochers. Il ne risque rien puisque le canon a été remplacé. Et il ne s'approche jamais de ces foutues falaises. Et pourtant, lors d'une soirée avec son frère et un ami qui étaient venus lui rendre visite, ils seront retrouvés tous les trois morts d'un empoisonnement par l'eau. Elle s'était faite mauvaise après une longue conservation où était tombé un animal mort. La réputation du phare maudit était faite. Plus personne ne voulait y travailler. Ils ont fermé celui-ci l'année suivante. Je vous l'ai dit au début, lors de vos longues journées en ermite, en tant que gardien, il nous arrive souvent d'écrire ce que nous vivons. Et tous les gardiens de ce phare l'ont fait eux aussi. Ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est que chacun d'entre eux mentionnait le fait d'entendre des voix. Ils étaient tous persuadés de ne pas être seuls dans ce phare. Eh bien, il est sur cette terre des endroits qu'il vaut mieux éviter, tel ce phare maudit. Ainsi s'achève l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez eu votre petite dose de frissons, et puis je vous dis donc à très bientôt pour un autre épisode de Ici c'était vrai.